puisse engager la prochaine table ronde qui sera co-animée avec Marie-Hélène Contal, que je propose de me rejoindre. Marie-Hélène, vous êtes la directrice du développement culturel à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et on vous propose donc un temps d'échange autour des résultats en réalité des premiers programmes POPSU, c'est-à-dire entre chercheurs et acteurs, POPSU Territoire au tamis de ces résultats, dans la perspective notamment de dresser finalement les principaux résultats de recherche, mais aussi d'initier un dialogue acteurs-chercheurs qui fonde vraisemblablement l'ADN d'une certaine manière de POPSU, c'est-à-dire de pouvoir créer des passerelles, des espaces finalement de traduction entre la recherche et l'action. C'est ce que plaidait, affirmait François Hacher il y a déjà plus de 10 ans. Et puis, c'est également une restitution d'un dispositif national que nous avons eu l'occasion de mettre en place au cours des semaines précédentes, puisque nous avons réalisé 6 forums hors les murs dans chacune de ces villes et qui vous sera mis ici en synthèse et en débat. Nous débutons en réalité ce Tour de France par le cas de Briançon, une recherche qui a été menée par Marion Serre, chercheuse associée à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, et Gabriel Salvia, qui nous rejoignent et que je propose qu'ils puissent nous rejoindre en tribune, et qui ont été co-responsables scientifiques de cette équipe de Briançon. Vous nous raconterez dans quelques instants en réalité la résidence au sein de cette ville de Briançon que vous avez eu l'occasion de mener, mais également les workshops internationaux que vous avez pu mettre en place. On a eu l'occasion de vous suivre sur le terrain, mais une équipe de tournage nous a également suivi et vous a également suivi plus exactement au cours de ces semaines de travail. Et c'est ce qu'on vous propose à travers le reportage et le sujet qu'on vous propose de découvrir à présent. La cité Vauban se trouve dans une ville de montagne, transfrontalière, entre la France et l'Italie, de 12 000 habitants, et c'est Briançon. Sa grande particularité, c'est qu'elle attire les touristes depuis longtemps parce qu'elle a été classée à l'UNESCO pour ses fortifications et aussi à l'intérieur, on a des monuments historiques très intéressants. Ça crée des effets de vidage-remplissage, dans le sens où l'été et l'hiver, il y a énormément de monde qui arrive, et après, on a cet effet de vidage où l'automne et le printemps, c'est beaucoup plus tranquille. Comme de nombreuses villes, la ville de Briançon s'est étendue au fil des années et du coup ça a créé différentes polarités, donc avec le renforcement de zones résidentielles et commerciales dans la partie basse de la ville, et là dans la partie haute on a le centre historique qui du coup a un peu des difficultés en fait à maintenir sa vie, d'une part parce qu'il y a des problèmes de mobilité entre la ville haute et la ville basse, mais aussi parce que les gens parfois cherchent aussi d'autres modes d'habiter que le centre historique aujourd'hui ne propose pas, comme d'avoir de la lumière, des balcons, etc. Briançon, comme de nombreuses villes, est le support de 3 processus. D'un côté, il y a un effet de muséification, il y a une reconnaissance de sa valeur patrimoniale, mais l'autre effet, c'est que parfois on peut avoir l'impression d'évoluer dans un décor. On a un centre historique où en fait les gens du coup ne peuvent plus habiter. Du coup, on a l'effet d'un musée à ciel ouvert. Ensuite, le deuxième processus qu'on peut observer, c'est qu'il y a un abandon et une dégradation progressive du bâti, parce que justement, à cause de cet effet de vidage-remplissage, il n'y a plus des habitants à l'année qui prennent soin de leur logement, de leurs biens. Et ensuite, le troisième processus qu'on a observé, c'est la persistance et le renouvellement des modes d'habiter. Il y a malgré tout une vraie qualité de vie dans le centre historique, avec des habitants qui habitent à l'année, des logements sociaux, où il y a 142 ménages qui habitent là à l'année, avec des familles, avec des enfants. Et tout ça, c'est une richesse sur laquelle il faut s'appuyer pour construire le centre historique de demain. Ça a commencé par une rencontre avec 2 enseignants-chercheurs, Marion Serre et Gabriele Salva, et ils nous ont demandé si la ville de Briançon était d'accord pour être laboratoire d'expérience pour travailler sur une thématique dans les centres anciens. Et pour nous, ça a été un oui tout de suite, puisque c'est important pour les élus de pouvoir travailler en collaboration avec des personnes qui font de la recherche. Lorsque la ville de Briançon a été lauréate avec le POPSU et dans le plan du PUCA, on a rencontré les enseignants-chercheurs et on a mis en place une méthodologie
avec tout un travail au départ de diagnostic pour comprendre un petit peu ce qui se passait dans notre centre ancien. Et les enseignants nous ont présenté une cartographie. Et pour nous, ça a vraiment été tout de suite un révélateur. Alors cette cartographie définit plusieurs critères et plusieurs paramètres, notamment sur l'état du bâti. Donc il y a eu un travail îlot par îlot, immeuble par immeuble, pour connaître un petit peu comment le bâti était dégradé, à quelle hauteur, au niveau de la charpente, du toit, des façades, des éléments aussi patrimoniaux. Il y avait tout un travail avec le type de résidence. Est-ce que c'est de la résidence secondaire, de la résidence à l'année? Est-ce que dans les îlots et à l'intérieur des immeubles, comment sont organisés les étages? Et ça nous a vraiment tout de suite aidé à bien comprendre ce qui se passait dans notre centre ancien. C'est vrai que j'habite ici depuis plus de 30 ans. Et en 30 ans, j'ai vu effectivement toute une évolution. C'est-à-dire que quand on est arrivé, il y avait des commerces de proximité, pharmacie, boucher, 2 épiciers, marchands de chaussures, coiffeurs. Enfin, c'est inimaginable tout ce qu'il y avait. Et petit à petit, déjà, ce dont moi j'ai été témoin, c'est de la disparition du petit commerce. Tout était plus pratique dans la ville basse, parce qu'en bas, pour stationner, c'est plus facile, parce qu'on est plus proche des hypermarchés. Ce phénomène-là, en plus, a été renforcé par la disparition des services publics. Le tribunal, l'ancienne école des infirmières, l'antenne des HLM, la maison des solidarités, et puis voilà qu'on ferme la bibliothèque. On oublie tous les aspects très positifs qu'il y a dans cette vieille ville pour aller sur un modèle standard comme ce qui se passe en bas. Briançon fait face à des défis qui concernent des petites villes comme des grandes villes, donc il parle pour ces villes et c'est ça qui est intéressant. Mais après, c'est vrai qu'il y a des vraies spécificités. La première, c'est qu'il y a des logements sociaux qui ont été construits dans les années 80, donc à une époque où on n'était pas encore dans la conservation à l'identique d'un centre, où on pouvait se permettre de faire des architectures contemporaines. La deuxième, c'est qu'il y a un engagement citoyen très fort, à la fois à l'échelle de la cité Vauban, mais aussi de Briançon. Tout le monde a conscience que la cité Vauban, c'est un bien commun, un patrimoine commun sur lequel il faut agir avec douceur, mais aussi action. Le projet sur lequel on travaille en ce moment pour essayer de dynamiser notre centre ancien, c'est un projet qui s'appelle la Cité des Arts. C'est de voir un peu comment justement on arrive à faire revenir une activité économique, culturelle à l'année. Et donc ce projet, c'est d'implanter des artistes dans la cité. Mais on a aussi la volonté de créer un centre d'interprétation et d'architecture du patrimoine. Notre deuxième projet, c'est aussi de travailler sur les logements. On va lancer une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour travailler sur la qualité des logements. Il faut absolument qu'on trouve des manières nouvelles d'investir ces centres historiques, d'un point de vue économique, mais aussi social. Il faut inventer des programmations qui permettent aux bâtiments de revivre à partir d'un nouveau modèle économique. On est dans le pavillon du gouverneur, qui était l'ancienne demeure du gouverneur militaire et du colonel de Briançon. On a trouvé ce bâtiment il y a 1 an, donc on cherchait un bâtiment dans la montagne. Notre projet, c'est de créer un co-living. Co-living, c'est une évolution du coworking classique. Donc le coworking classique, c'est travailler ensemble, et le co-living, c'est travailler et vivre ensemble. Le type de gens qu'on veut faire venir, c'est des gens qui vont rester plus longtemps et ils vont pas hésiter à vouloir passer plusieurs mois dans un environnement. Nous, notre idée depuis le début, c'est vraiment de ramener ces gens pour qu'ils fassent en fait partie intégrante de la communauté. Et on pense que c'est une solution qui permettra de décélérer, on va dire, peut-être cette muséification en ayant en fait des gens qui vont rester en fait plus longtemps dans les endroits et vont le faire vivre en fait tout au long de l'année. Le cœur de la démarche repose sur la co-construction et la coopération.
Donc on a construit le projet de recherche avec la municipalité. Ensuite, on a mis en place des ateliers citoyens et ensuite, ça nous a permis d'organiser une résidence d'architecture, donc avec 18 étudiants et jeunes professionnels en architecture et en paysage qui sont venus une semaine à Briançon en intensif, intégrer eux aussi toutes les problématiques de la ville. C'est juste qu'en fait, au lieu d'avoir un grand escalier, on a plein de petits escaliers. Si on veut accueillir du public, on va obligé de se mettre aux normes maintenant. Cette résidence d'architecture, elle était là pour être un déclencheur de réflexion et d'un processus qui peut être approprié par la municipalité et les habitants pour aller plus loin derrière. Les jeunes architectes et paysagistes sont restés une semaine. On a fait des visites de terrain, on a fait du travail en atelier pour faire les projets et une restitution publique le dernier jour. Considéré comme une placette de... Le cœur ancien de Briançon est très dense et quand on a une hypothèse, c'est qu'en créant des espaces d'aération, on pouvait améliorer la qualité d'habitat, de diminuer les vis-à-vis, d'ouvrir de nouvelles vues et d'améliorer les qualités d'ensoleillement des logements. La présentation sera demain, donc du coup on est encore un peu dans l'étape où on produit, on est heureux de nos dessins et on espère avoir un discours assez cohérent et que les gens comprennent les intentions et arrivent à s'adapter et à imaginer qu'ils les voudraient aussi. Un petit peu de silence s'il vous plaît. Donc on est aujourd'hui réunis comme vous le savez pour une restitution de travaux. Les projets qui ont été explorés pendant cette semaine intensive, ils avaient vocation à ouvrir des pistes de réflexion sur 2 sujets. Le premier, il est architectural. Quel équilibre trouver entre une conservation du patrimoine et sa transformation? Et le deuxième, il est plus social programmatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aller au-delà de la monoculture touristique? Comment est-ce qu'on peut proposer d'autres programmes pour conserver un centre habité au quotidien à l'année? Oui, j'ai trouvé magistral et l'énergie que vous avez déployée et la finesse d'analyse. C'est quand j'aurai le balcon là. Je pense que toute cette équipe de l'architecture, ils ont fait un excellent travail. Ils ont fait une recherche formidable. C'est intéressant parce que dans leur projet, ils ont pris en compte les habitants, justement, qui vivent dans cette ville. Et les ouvertures possibles, moi ce que j'ai noté, c'est aussi les ouvertures possibles entre le haut et le bas. C'est des choses qui paraissent accessibles et envisageables. Et donc, de ce point de vue, je trouvais ça génial. Et après aussi, la réhabilitation, tout le sens qui est apporté justement dans une meilleure vie, plus agréable, plus confortable, plus avec du lien social, du partage, une vie en communauté qui est celle de la vieille ville. Il y a une enceinte tout autour, on est tous à vivre à promiscuité les uns des autres. Donc évidemment que c'est une vie qui doit être coopérative et communautaire. La co-construction, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas d'un côté les chercheurs qui seraient dans leur laboratoire à réfléchir autour de questions théoriques, et puis de l'autre, les praticiens, les élus, les services techniques. Chacun sont porteurs d'une connaissance et elle nécessite d'être croisée, d'être métissée, d'être mise en dialogue. L'enjeu de la co-construction, c'est de poser autour d'une table un dialogue constructif entre l'ensemble des parties prenantes, les élus, les chercheurs, les services techniques, mais aussi les citoyens, les habitants, pour co-construire le territoire de demain, comprendre quelles sont ses forces, quelles sont ses fragilités, mais aussi comprendre quelle transition auquel le territoire est confronté aujourd'hui. On espère que notre recherche aura des effets à plus ou moins court terme. Déjà, ça peut être une base solide pour la municipalité en termes de diagnostic pour prolonger des études sur comment rénover le centre ancien. Et ensuite, on espère aussi que les habitants qui vont sans doute se créer en tant que collectif des habitants de la vieille ville, vont pouvoir faire valoir leurs idées et du coup que notre action, elle aura permis davantage d'échanges finalement entre la municipalité, les habitants et les institutions comme l'architecte des bâtiments de France par exemple.
C'est très bien, Marion, de commencer effectivement le bilan des premières recherches POPSU territoire avec Briançon, qui est assez emblématique effectivement de cas de petites villes dont le potentiel touristique et culturel, le patrimoine est réel, mais le développement touristique ou la prospérité ne sera pas corrélé avec le développement ou la fin de la déprise. C'était très bien dit au début, mais une muséification qui peut entraîner en même temps une déprise, effectivement, un délaissement du patrimoine, et en particulier de l'habitat. Donc c'était cette recherche qui a été menée à Briançon. Et Marion, vous avez inventé un nouveau terme, le tiers foncier, qui pourrait intéresser beaucoup d'autres villes en termes de méthode, mais pouvez-vous d'abord décrire ce concept de tiers-lieu, de tiers foncier précisément, comment vous l'avez formulé, ce qu'il veut dire? Et d'ailleurs, son origine, c'est quoi? Si je repense à l'intervention de Sylvie Foll, l'origine de tiers foncier dans son invention, ça renvoie à tiers-lieu, qui est un phénomène métropolitain, ou à tiers-état carrément? Tout à fait. En fait, le tiers foncier, je l'ai théorisé dans le cadre de ma thèse et on l'a réinvesti avec Gabriele Salvia dans ce cas-ci. En fait, la figure du tiers, elle est intéressante parce qu'elle met en évidence un état d'entre-deux, un intermédiaire. Du coup, on est parti en fait de la définition du foncier. C'est quoi le foncier? C'est globalement défini par 3 caractéristiques: une forme, un statut de propriété et un usage. Donc, prenons l'exemple d'un foncier qui pose pas de problème particulier. On a un terrain rectangulaire, il appartient à la municipalité. Sa fonction, c'est d'être un stade de foot et puis son usage, c'est de faire du foot dessus. Là, on est bien, c'est clair. Par contre, il y a des situations où c'est pas clair. Donc, par exemple, ce même rectangle devient occupé par des habitants qui sont en situation de précarité. Là, du coup, on a un usage qui diffère de sa fonction initiale. Et là, on est dans une situation d'entre-deux où il faut un positionnement, en fait, de l'action publique, des propriétaires pour résoudre cette situation. Et nous, on s'est dit, dans le cadre de ma thèse, je l'avais étudié sur les espaces non bâtis. Et là, on s'est dit, on va regarder ce que ça donne dans les espaces bâtis. Et ça nous a permis en fait de faire une typologie finalement du tiers foncier. Quelles sont les situations récurrentes de tiers foncier? Et on en a trouvé 7. Donc il y a les biens vacants et sans maître, enfin sans titre et sans maître. Il y a aussi, dans le cas particulier de la ville de Briançon, les résidences secondaires de 2e génération, des personnes qui décèdent, qui sont déjà âgées et en fait qui lèguent leurs biens à des personnes qui sont déjà âgées elles aussi et qui n'ont pas les moyens ou pas la possibilité de s'en occuper. Et puis il y en a 5 autres que je vous laisserai découvrir dans une autre fois. Alors vous avez arpenté le territoire, vous l'avez vécu puisque en fait on est dans le cadre d'une ville qui dispose d'une ville haute et d'une ville basse, avec une ville haute où on a une grande citadelle, Vauban. Comment se traduit finalement ce centre-ville entre processus de patrimonialisation et puis l'intégration des questions touristiques, et puis comment cette ville classée avec cette citadelle Vauban de l'UNESCO, comment ça a été pour vous un élément cardinal finalement de votre réflexion? En fait, ce qui était intéressant à Briançon, c'est que ça renvoyait tout à fait à ce qui était dit lors de la conférence tout à l'heure, c'est que la municipalité avait centré son intérêt sur la ville basse, donc avec un gros projet de reconversion de caserne qui, justement, le risque, c'est qu'il y ait un changement du marché à la fois locatif et immobilier des ventes. Et du coup, des déséquilibres qui vont s'accroître finalement entre les différentes polarités de la ville. Et nous, quand on a vu ça, on s'est dit, tiens, le projecteur est vraiment sur cette ville basse. Du coup, il y a un intérêt fort à aller dans la ville haute. Et au départ, les élus avaient plutôt peur que leur projet dans le bas de la ville reconfigure le marché immobilier dans le bas de la ville et avaient peur qu'il y ait de la dégradation dans le bas de la ville. Et on leur a dit, attention, en fait, il y en a déjà en haut. Si vous voulez, on va travailler là-dessus ensemble pour trouver des leviers, justement, et pas renforcer ces déséquilibres, mais plutôt renforcer les identités de chaque polarité. Et dans votre recherche, il y a aussi quelque chose de très intéressant, qui est peut-être lié d'ailleurs au fait que c'est un laboratoire d'une école d'architecture qui a mené la recherche. C'est que vous partez d'une analyse du foncier, effectivement, d'une analyse de géographie et d'économie urbaine, et vous allez jusqu'à des expériences de reprogrammation. Vous franchissez tout l'arc du diagnostic jusqu'aux propositions. C'était pas un peu large justement comme ambition pour votre recherche, et comment le travail avec les élus et les habitants vous a permis de franchir ce vaste programme. Analyser, c'est une chose, prescrire, produire, ça faisait beaucoup.
Alors ça faisait beaucoup, mais on s'était donné un timing serré. Donc on a passé janvier-février sur site à faire l'analyse, le diagnostic, la cartographie, la typologie du tiers foncier. Après, on a passé le printemps à faire des ateliers citoyens avec les habitants pour faire émerger des idées. Et sur la base de ces idées, on s'en est saisi pour construire un programme de workshop sur lequel on travaillait les étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça va presque encore plus loin parce que la commune, elle s'est vraiment, il y a plusieurs acteurs en fait qui se sont saisis de ce dispositif qu'on a mis en place. Déjà, la municipalité a prolongé les ateliers de concertation qu'on avait mis en place et continue ça à animer. Il continue à animer une fois par mois. C'est des ateliers sur comment ça s'appelle ? Le verdissement du centre historique, par exemple. Ils ont pris une thématique. Il y a des habitants aussi qui se sont constitués en collectif, comme je le disais, et qui se réunissent aussi une fois par mois. Et puis, la municipalité a décidé aussi de se saisir d'un de leurs bâtiments publics pour le transformer en tiers-lieu, justement. Peut-être je reviendrai après là-dessus. Mais justement, alors dans le prolongement de toutes ces démarches et des suites, finalement, c'est assez nouveau finalement pour nous d'engager une transition vers de nouveaux projets, une suite très opérationnelle, même d'expérimentation. Vous l'amorcez à travers cette démarche de tiers-lieu solidaire que vous souhaitez mettre en place à la suite finalement de cette recherche. C'est une démarche de réflexion que nous sommes en train de porter avec la sous-direction aménagement durable aujourd'hui, de voir comment on peut incuber d'une certaine manière un projet sur ce territoire issu de cette recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors là, on est dans une situation assez intéressante de croisement entre une démarche de recherche, expertise et opérationnelle. Parce que demain, là aujourd'hui, j'ai ma casquette de chercheur, mais demain, on sera dans une posture plutôt de praticien, parce que la municipalité a décidé de poursuivre avec nous dans l'opérationnel la reconversion de l'ancienne bibliothèque dont parlait l'habitante, qui en fait a été déplacée dans la ville basse. Du coup, on a un bâtiment vacant avec la perte d'un service public, la perte d'une dimension culturelle, beaucoup d'inquiétudes de la part des habitants. Et dans les ateliers citoyens, les habitants avaient vraiment cette volonté de ce besoin d'un lieu commun où se retrouver, qui propose des activités à la fois pour les jeunes, pour les actifs et pour les personnes âgées. Et nous, on a trouvé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux, le concept de tiers-lieux solidaire, parce que finalement, c'est très ouvert. On peut en inventer la programmation et le mode de gouvernance à chaque fois qu'on en crée un, et du coup l'adapter aux besoins des territoires et aux réalités sociales. Et du coup, on a proposé ça à la municipalité, qui a trouvé que ça faisait vraiment écho à ce qui était ressorti des ateliers citoyens et que ça permettrait de revitaliser le centre historique et de justement s'inscrire dans la perspective d'un équilibre entre muséification et persistance des modes d'habiter, vie au quotidien. Merci Marion Serre. On va poursuivre en réalité ce Tour de France avec un second cas, celui de Marseillan. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais inviter Joëlite à nous rejoindre. On va vous présenter dans quelques instants. Mais en réalité, à Marseillan, c'était le cas d'une ville, d'un territoire bicéphale, entre une période finalement qui est celle de l'été, avec les estimations varient selon les interlocuteurs, mais on peut imaginer 60 000 habitants à peu près l'été, 8 000 habitants l'hiver. Et donc, dans ces variations démographiques, il était intéressant, dans cette ville bicéphale, de mieux comprendre finalement les transitions auxquelles les villes étaient confrontées, comment elles se régulent et elles s'adaptent. Dans ce contexte, on a essayé de comprendre finalement aussi ce que c'était que cette station littorale et comment elle questionne l'héritage d'aménagement touristique qui date de la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est une des problématiques que vous avez tenté d'explorer, de révéler dans le cadre de ce projet de recherche que vous allez découvrir en images à travers ce sujet qui vous a été proposé par l'agence CAPA. Marseillan est une ville qui est extrêmement marquée par le tourisme sur son organisation, sa forme urbaine et les temporalités de fonctionnement de la ville. Alors c'est une ville qui passe de à peu près 8000 habitants en hiver à près de 60 000 habitants
en pleine saison, ce qui évidemment induit des modes de fonctionnement très très différents selon la saisonnalité touristique. Marseillan est une ville qui a une organisation bicéphale, puisque donc, il y a 2 pôles urbains, le Marseillan village, le vieux village de Marseillan qui est un petit peu dans les terres, à côté de l'étang de Thau, et puis Marseillan plage qui est la station balnéaire où se concentre la majeure partie des résidences secondaires, avec la présence de très très gros campings sur Marseillan plage qui sont en fait le mode de tourisme ici qui marque beaucoup le territoire. Évidemment, tout ce qui est commerce, service à la population à Marseillan-Plage a du mal à fonctionner hors saison. On le voit, alors c'est des modes de fonctionnement des commerces qui sont assez particuliers. Les gens, les saisonniers viennent là, ils ouvrent le magasin ou le restaurant pour quelques mois de l'année. Certains arrivent en avril, d'autres plus tard. Ils ferment à l'automne, à la fin de la saison, une saison qui est assez diluée dans le temps, mais quand même avec un pic très très important. C'est là qu'ils font leur chiffre d'affaires en juillet et août. Je suis issu d'une très ancienne famille de Marseillans. À Marseillan-Plage, autrefois, il y avait quoi? Il y avait des vignes, partout des vignes. Et les gens du village allaient à la plage. C'était la plage de Marseillan. Dans les années 60, ma famille qui avait des vignes, puisqu'ils étaient viticulteurs, sur cette plage, a été contrainte de trouver une solution à la crise viticole. Et donc, ils ont eu l'idée de transformer leurs vignes en camping. Cette idée-là, elle a été reprise par d'autres propriétaires de vignes et à partir des années 60, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 campings se sont créés avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes pendant cette période estivale. Donc évidemment, tout ça s'est fait progressivement, mais quand même dans un temps tellement court qu'il a fallu mettre en place toutes les infrastructures qui étaient indispensables pour accueillir tous ces gens, des bâtiments, les réseaux électriques, les réseaux d'eau, le tout à l'égout. Le tout à l'égout, c'est rien, mais quand vous avez 10 000 personnes qui arrivent, il faut organiser tout ça. Et tout ça, ça a été des enjeux économiques, avec le soutien de la ville, évidemment, puisque c'est la même municipalité qui gère Marseillan-Ville et Marseillan-Plage. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de voir la transformation absolument fulgurante des lieux. Dans les années 60, il y avait la plage et les vignes. Aujourd'hui, si on regarde, ce sont des successions de campings. Et derrière, se sont aussi construits des petites maisons, des petites résidences. C'est plutôt quand même des choses de taille moyenne. Mais finalement, ce Marseillan-Plage d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'étaient les plages de Marseillan juste avant les années 60. Notre question de recherche, c'est comment on gère une ville qui est soumise à ces fluctuations démographiques saisonnières très très fortes. Quelles conséquences ça a sur les modes de vie des habitants aussi bien permanents que des habitants plus occasionnels, et puis comment on organise la ville sur des questions très techniques de gestion des réseaux d'eau, des déchets, des questions d'assainissement. Où nous devons répondre à cette augmentation de population, répondre à une ville de 60 000 habitants. C'est vraiment un souci de service, nettoyage, bien sûr, de la ville, avec un nombre de déchets très important. Les volumes d'eau usée augmentent considérablement et nous devons nous assurer pour notre part qu'il n'y a aucune incidence sur la qualité des eaux de baignade. Alors pour la sécurité, il y a de la sécurité civile d'une part, qui correspond à la sécurité sur les plages, de manière à ce que les 4 km de plage soient surveillés. Donc là, nous mettons en place des postes de secours temporaires, avec des équipes qui sont spécialement formées par les sapeurs-pompiers d'Agde notamment. Ensuite, nous avons la sécurité plus classique, donc police municipale, gendarmerie, qui double ses effectifs pratiquement avec des renforts qui nous sont octroyés par l'État au mois de juillet et au mois d'août. Donc c'est du personnel qui est mobilisé, des astreintes que nous mettons en place pour pouvoir répondre immédiatement en cas de problème. C'est les principaux enjeux auxquels nous sommes confrontés pour des questions de service à rendre aux touristes qui viennent fréquenter notre station et pour que la population locale
puissent accepter aussi ce tourisme. On a démarré notre recherche hors saison. On est venu en février. Donc évidemment, février, on est au creux de la saison. Et donc on a vu, avec les balades qu'on a fait avec les gens qu'on a interrogés, puisque notre recherche fonctionne beaucoup sur des entretiens. Et donc on a d'abord été frappé par Marseille en plage, avec tous les commerces fermés, des campings en travaux, un parc de logements qui semble vide. C'est surtout ça qui nous a peut-être marqué en première impression, on va dire. On est sur des territoires qui attirent beaucoup les retraités, qui viennent avec un pouvoir d'achat qui fait monter les prix fonciers, les prix de l'immobilier. Et les gens qui veulent se loger sur place ou leurs enfants ont des difficultés à se loger, vont se loger dans l'arrière-pays. Voilà, ça induit quand même des modifications territoriales qui, encore une fois, ne sont pas propres à Marseillan, qui sont liées à cette économie du tourisme. Le tourisme a apporté énormément de choses sur Marseillan, il a donné beaucoup de travail aux gens. En revanche, il y a un certain nombre de logements qui appartiennent à des touristes, mais qui sont vides l'hiver, et pendant ce temps-là, on a nos jeunes qui ne peuvent pas être logés dans la ville. C'est une conséquence du développement touristique de la ville, et ce serait bien qu'on puisse y remédier. À Marseillan, les problématiques environnementales sont multiples. On est à la fois en bord de littoral, donc on a toutes les contraintes de préservation du littoral, les questions de recul du trait de côte qui sont complexes. Et puis on est en même temps à côté de l'étang de Thau, qui est une réserve naturelle très très intéressante. Le rapport du tourisme à ça est assez ambivalent, puisque à la fois c'est la qualité des paysages, la qualité du patrimoine naturel qui fait que les touristes viennent, mais ça a des conséquences évidemment sur l'environnement. Un exemple de cette difficulté à concilier à la fois préservation de l'environnement, des espaces naturels et pression touristique, c'est l'urbanisation des plages. Et phénomène relativement récent, en tout cas dans la prise de conscience, qui devient de plus en plus prégnant, c'est la question de l'érosion des plages et du risque de submersion marine des populations qui sont en première ligne. Au mois d'avril 2018, il y a eu un coup de mer important à Marseille-en-Plage et on a perdu plusieurs dizaines d'années d'accumulation de dunes. La dune, naturellement, elle a vocation à se reconstituer par les apports de sable et à avoir la possibilité de se reconstituer vers l'arrière. L'urbanisation empêche ça. L'occupation des dunes s'est faite au fil du temps. Au début, c'était des campings qui pouvaient éventuellement se délocaliser relativement facilement. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces campings se sont durcis. Ils ont aménagé des piscines, des aires de jeu. C'est beaucoup plus problématique aujourd'hui pour une collectivité locale comme la nôtre qui essaye d'imaginer les solutions de demain pour pouvoir à la fois protéger des activités économiques, protéger des populations et protéger des espaces naturels. Mais on commence à se douter qu'il va falloir délocaliser des activités. Et ça va demander une modification complète des mentalités des riverains. Et les questions qui se posent derrière, c'est aller où et comment on finance le truc. Parce que ces riverains, aujourd'hui, ils ont des maisons qui ont une valeur. Comment on les indemnise? Avec quels fonds? Juridiquement, comment on fait? Tout ça, c'est des questions qui restent ouvertes, auxquelles personne ne sait répondre aujourd'hui. Le programme POPSU est à la croisée des chemins de à la fois la recherche, la pratique des élus sur la gestion d'un territoire et aussi des porteurs de projets. On le voit ici, à Marseillan, il y a des porteurs de projets touristiques. Il y a des élus qui se posent des questions sur les mobilités, les transports, les commerces ouverts ou pas tout le long de l'année. Et il y a des chercheurs qui sont en quête de terrain, de matière, pour leur propre recherche justement sur les mutations de ces territoires littoraux. Donc cette idée, elle est intéressante parce qu'elle cumule finalement tout type d'acteurs et de partenaires sur un même territoire, tous ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est que notre travail de terrain, il remet en cause des idées préconçues qu'on peut avoir sur les territoires touristiques.
Une des idées fortes qui ressort de la recherche, c'est qu'on pensait travailler sur une petite ville à Marseillan de 7000 habitants. En fait, on ne peut pas qualifier ça de petite ville au sens traditionnel du terme, parce que la plupart du temps, on n'est pas à 7000 habitants, on est à beaucoup plus. Et puis, toutes les infrastructures de la ville ne sont pas du tout celles qu'on pourrait trouver d'habitude dans une ville de 7000 habitants. Donc ici, on est hors cadre. Un autre point qu'on va développer, c'est que Marseillan est emblématique d'une situation sur la question de la saisonnalité touristique que vivent beaucoup d'autres communes et beaucoup d'autres territoires. Et donc on va développer aussi des pistes un petit peu de comparaison, puisqu'on a été voir aussi d'autres communes de manière beaucoup moins fouillée que Marseillan. Et on voit poindre comme ça des modèles de développement qu'on va essayer de mettre en évidence, à la fois dans ce qui est un peu pareil et dans ce qui diffère. Pour effectivement revenir sur les résultats de cette recherche Joël Hitt, je reviendrai au forum passionnant qui s'est tenu à Marseillan en présence du maire, évidemment, et des habitants. Le maire avait expliqué, pour rester dans le fil de ce qui a été expliqué dans ce film, le maire avait rappelé que, en fait, ce tourisme de masse qui s'est développé à Marseillan est dans l'orbite du plan Racine, hein, je le rappelle, d'aménagement du Languedoc. Ce n'était pas une ville du plan Racine, mais ça a bénéficié du plan Racine. Enfin, ça s'est inscrit dans le fil du développement d'un tourisme populaire. Et donc, le maire avait bien expliqué que le problème de cette saisonnalité, elle avait été bien gérée pendant les 30 Glorieuses, précisément. Effectivement, la ville avait su gérer et créer cette économie d'un tourisme de masse, mais que les sujets qu'il avait maintenant, c'était en effet l'avenir de tout cela. L'avenir de tout cela est confronté à plusieurs problèmes, effectivement, que le film rappelle. Le premier, c'est effectivement le changement d'ailleurs du mode de consommation touristique, d'une part. Il l'a évoqué et c'est réévoqué, la montée du trait de côte qui va entraîner des délocalisations. Et avait-il aussi rappelé un problème d'eau, tout simplement, un problème d'eau. Et la question que je vous pose pour déplier donc ce travail de recherche, c'était... On retrouve une vieille problématique bien connue du tourisme et des spécialistes, à savoir que le tourisme, quelquefois, tue ce qu'il convoite, n'est-ce pas? C'est bien le problème, c'est la ressource et en même temps, c'est la nuisance. Et là-dessus, il y avait votre recherche a posé deux pistes. Celle, peut-être que les villes, aujourd'hui, du plan Racine, livrent à elles-mêmes, est-ce qu'il y a quelque part, effectivement, un échange d'expérience et une solidarité, en quelque sorte, intersites, qui peut aider le Languedoc à affronter ce problème global qui est la mutation de son modèle de développement touristique. Et puis quand même, et là je rappelle l'intervention du maire, comment en rappeler à l'État aujourd'hui? Oui, merci de votre question. Vous l'avez dit, effectivement, le forum il a contribué à mettre ces points en évidence, hein, le forum sur place avec les acteurs. C'est des sujets qui sont durs à discuter localement, qui sont très très durs à discuter, notamment un qui est le renouvellement du parc de logement, le parc logement touristique qui est vieillissant, alors qui n'a pas été fait dans le cadre du plan Racine, hein, vous l'avez dit, on est sur le littoral du Languedoc, mais Marseillan était en dehors du plan Racine. Alors il y a eu un développement qui s'est fait, non porté par l'État à l'époque, porté par un maire très interventionniste, mais qui a développé une infrastructure touristique importante qui aujourd'hui dénote un petit peu avec les modes de tourisme, avec les habitudes, avec les pratiques touristiques, et c'est quelque chose qui est dur à penser, d'abord parce que c'est pas un patrimoine de la collectivité, et puis parce que ça tout de suite ça renvoie sur des questions qui sont notamment celles du logement et qui sont des questions extrêmement tendues localement. On en a fait l'expérience en tant que chercheur, hein, que c'est des choses dures à évoquer, notamment tendues parce que les tensions
posées par les touristes sur les logements poussent les habitants du cru à aller se loger un peu plus loin dans l'arrière-pays. Et voilà, c'est des choses difficiles à discuter. Le forum y a contribué un petit peu. C'était un petit peu l'objectif, nous, qu'on avait, de mettre en avant des sujets durs à penser, durs à débattre, et que la recherche, peut-être en déplaçant un peu la focale, permette de les évoquer. C'est pareil pour le retrait du trait de côte que vous avez pointé là. C'est quelque chose qui est dur à penser localement, nous qui est au départ assez peu évoqué par les acteurs publics eux-mêmes, en tout cas par les acteurs communaux, et qui est pourtant central pour les habitants. On l'a vu dans les débats, notamment, pour donner un exemple très concret, un gérant de camping qui arrive à la retraite, qui se dit « je vais transmettre mon patrimoine à mes enfants », mais est-ce que je vais vraiment transmettre mon patrimoine à mes enfants? Puisque de toute façon, les travaux de renouvellement de ce patrimoine, je ne peux pas les faire, je suis en zone inondable. Voilà. Et donc se posent vraiment des questions très concrètes et qui ne trouvent pas de réponse. Voilà. Alors, il y avait une question en fait au départ sur votre recherche qui était très focalisée sur les enjeux d'évolution démographique entre, on l'a dit, l'hiver, l'été et la mi-saison. Et en réalité, il y a une question en creux qui s'est révélée au cours de la recherche, qui était la question environnementale. Finalement, cette question environnementale s'est mise à l'agenda spontanément de votre recherche. Elle était même absente finalement quasiment de l'appel à projet sur lequel vous aviez répondu. Comment finalement vous avez évoqué tout à l'heure dans le film l'ambivalence de ces deux situations. On pourrait aussi l'intituler comme un paradoxe entre cette vocation touristique et puis cet enjeu associé à la transformation du littoral et du recul du trait de côte. Comment ces deux questions s'interconnectent et se sont entrechoquées dans le cadre de votre recherche? Oui, alors ce qui est intéressant aussi avec cette modalité de la recherche, c'est que effectivement, c'est des choses qu'on n'avait pas imaginé interroger et qui sont venues assez vite d'elle-même, puisqu'on est dans une situation où le tourisme il est basé sur la qualité de l'environnement du site. Vous l'avez vu peut-être dans le film, et en même temps, un effet pervers et non voulu de cette situation serait que le tourisme en lui-même tue un peu dans l'œuf les ressources environnementales et viennent abîmer la qualité du site. Donc il y a ce paradoxe qui est dur, encore une fois, à affronter pour les acteurs et qui souligne un peu les modèles de développement qu'on peut imaginer autour de ça. Alors la comparaison peut-être de ce point de vue-là est intéressante parce que donc on a commencé à essayer d'ébaucher un petit peu avec notre recherche. On a vraiment analysé, nous, Marseillans, et on a tenu quand même à aller voir d'autres villes qui étaient dans la même situation. Lacanau, notamment. Lacanau, notamment, oui, qui a engagé un travail un peu prospectif sur cette question du recul du trait de côte, mais qui, quand on va les voir, ils disent assez clairement, nous, on est un peu en avance sur ça, peut-être par rapport à d'autres villes, mais on ne sait toujours pas comment faire. C'est-à-dire concrètement, opérationnellement, on ne saurait pas faire. Mais effectivement, il y a un enjeu à partager, vous l'évoquiez tout à l'heure, ces questions-là qui reviennent en fait de manière similaire. Et face à ça, on voit quand même poindre des modèles de développement qui sont un peu différents. Là, Marseillan est très très ancré sur le tourisme, sur un tourisme avec un héritage de tourisme de masse. Et c'est les ressources de la ville, ils ont du mal à remettre en cause ils ne souhaitent pas remettre en cause cette manne, ce modèle de développement. On voit d'autres villes qui, au contraire, essayent de s'ouvrir d'autres portes. Rares sont les villes, on n'a pas rencontré de villes en fait, qui remettent en cause fondamentalement la manne touristique et puis le modèle touristique, mais certaines cherchent à se diversifier, à s'ancrer dans la proximité d'une métropole, à avoir un développement peut-être endogène un peu plus fort. Voilà, donc ça vient interroger ça.
Merci Joëlite. Je vous propose qu'on poursuive ce tour de France et nous partons à la rencontre en réalité de l'Isle-sur-la-Sorgue, l'Isle-sur-Sorgue. Je propose à Christelle Lagier de nous rejoindre. Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Avignon et co-responsable scientifique de l'équipe de recherche de l'Isle-sur-la-Sorgue. Dans ce contexte-là, vous avez examiné au cours de cette recherche cette capitale européenne de la brocante. C'est le petit nom souvent donné et attribué à l'Isle-sur-la-Sorgue, et vous êtes intéressé en particulier à la démarche territoriale marketing qui est mise en place, intitulée l'Isle-sur-Sorgue Village Monde, et c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans le sujet réalisé par l'agence CAPA. L'Isle-sur-la-Sorgue est une commune du Vaucluse qui a environ 20 000 habitants, qui est située dans la vallée nord du Luberon. Cette ville a acquis une notoriété grâce à sa grande foire internationale de la brocante et des antiquaires. Elle est d'ailleurs capitale européenne de la brocante. C'est une ville plutôt attractive. C'est aussi une ville qui est connue pour sa rivière, la Sorgue, rivière que les habitants affectionnent particulièrement. Mais malgré toutes ces apparences, un peu de carte postale, c'est aussi une ville qui, comme toutes les petites villes, connaît des problèmes économiques, des problèmes sociaux, notamment un taux de pauvreté qui s'élève à 17%, un taux de chômage assez important chez les jeunes, 18-25 ans, de 38%. La ville a décidé, pour essayer de renforcer son attractivité, sa compétitivité, de mettre en place en fait une démarche de marketing territorial. Pour ce faire, elle a déposé une marque, Isle-sur-la-Sorgue Village Monde. Cette marque, elle consiste à développer une nouvelle identité pour la commune, où elle va jouer à la fois sur son aura à l'international et au niveau régional lié à la brocante et à la foire des antiquaires, mais une démarche aussi dans laquelle la ville va essayer d'aller plus loin que cette seule logique touristique et d'insister aussi sur ce qui fait la ville, à savoir son patrimoine, son centre ancien. Et du coup, elle a mis en place, pour cette démarche de marketing territorial, une communication offensive avec des slogans, avec une mission, Village Monde, qui s'occupe du coup d'incarner aussi cette nouvelle identité. Et surtout, peut-être une spécificité assez intéressante sur la commune, c'est qu'elle a mis en place un réseau d'ambassadeurs qui sont censés en fait incarner cette nouvelle identité de la ville, à la fois internationale et en même temps village, d'où le terme de Village Monde. Cette stratégie de marketing territorial a été initiée en mai 2017. Cette démarche en fait n'a pas une vocation uniquement touristique comme beaucoup de personnes pourraient le croire. L'idée n'est pas de faire venir plus de touristes à l'Isle-sur-la-Sorgue. L'idée c'est de faire venir de nouvelles entreprises, de faire venir des nouveaux habitants, de faire connaître la ville, de faire connaître le territoire et surtout qu'elle bénéficie aux habitants avant tout. Le deuxième volet de la démarche, c'est le volet ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur ? C'est toute personne qui aime l'Isle-sur-la-Sorgue, qui a envie de la promouvoir, qui a envie d'en parler, qui peut devenir ambassadrice. Aujourd'hui, notre réseau d'ambassadeurs, on a 800 amoureux de l'Isle-sur-la-Sorgue inscrits comme ambassadeurs. Ce ne sont plus maintenant que des habitants, ça peut être des visiteurs. Mais les ambassadeurs ont aussi, eux, un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'ils doivent apporter leur contribution à cette démarche. Par exemple, on a un ambassadeur qui est ingénieur de formation et qui s'est emparé du sujet de la production d'électricité par les roues à aubes. Dans le cadre de ce programme de recherche, on s'est intéressé à la démarche de marketing territorial et on a essayé de mieux comprendre ce que les élus, les services de la ville, les chargés de mission du Village Monde mettent derrière cette démarche. Qu'est-ce que c'est que le Village Monde ? Mais on a décidé de ne pas s'arrêter là et on a aussi décidé d'interroger des habitants qui n'étaient pas nécessairement impliqués dans la démarche, voire qui s'en sentaient exclus. On a mis en place une multitude de dispositifs pour essayer de confronter en fait les témoignages entre les acteurs institutionnels et les habitants. On a fait des entretiens, des focus group, un atelier citoyen et ce qui est intéressant, c'est que justement on a essayé de travailler en finesse ce qui fait patrimonialité pour l'ensemble des habitants de la commune. Nous avons organisé un atelier citoyen sur une journée avec 19 citoyens du territoire. C'était des profils très hétérogènes. On regrette toutefois la non-présence de jeunes.
On a fait plusieurs phases distinctes de travail dans cet atelier citoyen. Une première phase où c'était en fait une marche exploratoire. Donc les 19 citoyens devaient suivre un tracé que nous avions prédéfini. Ce qu'on a pu voir, c'est que déjà on avait des citoyens très investis, qui connaissent pour certains très bien la ville, et qui nous ont tout de suite dit ces lieux-là, on y va. Et à contrario, ces lieux-là, on n'y va jamais. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas parce que c'est dégradé, parce que c'est des populations qu'ils trouvent peu fréquentables, parce qu'il y a des désagréments, des nuisances sonores, des déchets par terre. Et on observe une vraie fracture en fait entre le bas de la ville et le haut de la ville. Ce qu'on a vu, notamment lors des focus group, c'est que les ambassadeurs connaissent bien le centre-ville, connaissent bien leur quartier de résidence. Par contre, les quartiers périphériques, au-delà en fait de la Sorgue, au-delà de ce qu'on appelle le port-allée, est finalement très peu connu et très peu pratiqué. Avec les ambassadeurs, ce qui est particulièrement intéressant, ça va être sur la stratégie sur la Sorgue Village Monde, dont ils font partie. Ils sont censés promouvoir la stratégie et à travers elle la ville. Et en fait, on voit que la ville est centrale pour eux dans le territoire et notamment dans leur quotidien. Mais par contre, ils peinent à voir encore comment vraiment agir pour leur ville et agir pour Village Monde. Je suis native de la région, j'habite à Lis-sur-Sorgue depuis 25 ans. Et je suis très attachée à cette ville, notamment par l'existence de la Sorgue qui rythme un peu la vie de la ville. Quand j'ai découvert le programme Ambassadeur, ça n'a pas été clair parce qu'il n'y a pas d'actions qui sont menées concrètement. C'est à nous de les trouver en tant qu'ambassadeurs. Il n'y a pas d'informations claires et nettes en disant voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'on vous propose. Mais je me suis dit pourquoi pas, parce que je vis ici, j'aime ma ville, je veux être actrice active de ma ville, la promouvoir de façon peut-être un peu plus professionnelle avec l'artisanat, avec la faune et la flore, la protection de la Sorgue, pourquoi pas. C'était une démarche au départ de curiosité et ça devient un réel engagement. Lis-sur-la-Sorgue est une ville attractive. Effectivement, elle attire par son patrimoine. Mais c'est vrai que si on parle du centre-ville, qui est le cœur de notre commune, on connaît aussi un quartier qui a ses difficultés. Si on se promène dans les rues de Lis-sur-Sorgue, dans certaines rues, on se rend compte qu'on a des rues qui sont relativement dégradées, on a de l'habitat dégradé, on a une population qui a des difficultés économiques. Donc c'est ce fameux paradoxe qu'on peut connaître entre un centre-ville attractif, qui émerveille nos visiteurs, et en même temps un centre-ville qui vit pour ses habitants, mais qui connaît une population aussi avec des difficultés financières. On travaille à trouver un équilibre entre attractivité et vie au quotidien des habitants. Pour trouver cet équilibre et le maintenir, c'est relativement simple. Ce qui fait une partie de l'attractivité de Lis-sur-Sorgue, c'est ses terrasses, ses restaurants. Donc on est attentif parce qu'une terrasse qui s'installerait uniquement pour la partie estivale et qui fermerait donc le reste de l'année ne nous intéresse pas. On souhaite avoir de l'activité à l'année qui s'adresse pour le visiteur mais aussi pour nos habitants, parce que nos habitants aussi vont consommer dans les restaurants. Et donc il est important pour nous d'avoir des activités à l'année. On a aussi la difficulté d'avoir des logements à l'année et donc on promeut les logements conventionnés pour tous avec des aides financières aux travaux et aussi des avantages fiscaux de nos habitants qui permettent de faire vivre le commerce du quotidien. C'est essentiel, c'est le cœur de notre ville. À l'issue de ce programme de recherche POPSU, on peut poser quelques conclusions concernant la stratégie de marketing territorial. Il me semble qu'on peut relever peut-être 3 enjeux qui se posent aujourd'hui à la commune. Le premier, il me semble, est sur la singularité du réseau des ambassadeurs, qui est un pilier de cette démarche de marketing territorial. Et il nous semble qu'il serait intéressant d'élargir ce réseau de citoyens à des citoyens qui présentent peut-être d'autres caractéristiques sociologiques, qui habitent peut-être dans d'autres zones de la commune. Deuxièmement, au niveau de la lisibilité de la démarche de marketing territorial, il serait intéressant de penser une communication qui soit fondée sur un
contact direct avec les habitants qui souhaiteraient être ambassadeurs pour expliquer l'enjeu de la démarche et surtout pour que cette mission comprenne aussi ce que les habitants qui veulent devenir ambassadeurs mettent derrière cette notion de village-monde. Troisièmement, il nous semble que pour l'instant, la démarche de marketing territorial est très axée sur les enjeux de développement économique. Or, les entretiens qu'on a réalisés soulignent que les enjeux de développement économique ne sont pas les seuls enjeux qu'il faudrait mettre à l'agenda, donc peut-être aussi développer des réflexions au niveau des politiques sociales, de lutte contre l'exclusion, qui pourraient être aussi très intéressantes et sur lesquelles les habitants ont aussi beaucoup de choses à dire. Lors du jury effectivement de sélection des projets, tout le monde avait effectivement retenu le projet de l'île sur la Sorgue parce que nous connaissons tous effectivement quelque part dans nos territoires une ville petite qui, pour pallier sa déprise, crée un festival, un événement culturel, une foire. Et ça marche en général, mais en fait ça crée une bulle de prospérité qui ne se traduit pas en développement, à part créer quelques emplois temporaires, effectivement, de serveurs et de portiers. Et le ruissellement, voilà, ça ne marche pas. Et donc, je pense que la recherche que vous avez entreprise, effectivement, autour de la démarche de la ville, a été de savoir est-ce qu'on peut, effectivement, forcer le ruissellement ? Est-ce qu'on peut, en effet, récupérer cette bulle de prospérité qui est quelque chose comme la foire de la brocante, événement mondial de l'île sur la Sorgue, est-ce qu'on peut la récupérer ? On a vu beaucoup d'eau dans le film. Est-ce qu'on peut refaire venir le ruissellement, en effet, au sein de l'économie locale ? Et comment ? Oui, alors merci de m'accueillir au nom de l'équipe de recherche. Peut-être au-delà de la récupération de ce que cet événement produit, donc c'est 2 foires à la brocante, foire de Pâques et puis du 15 août, qui effectivement crée beaucoup d'activités dans la commune. Au-delà de ça, je pense qu'il y avait vraiment l'idée dans la stratégie qui a été mise en place de dire comment on fait pour faire que le développement économique dure toute l'année, c'est-à-dire que les gens viennent aussi à l'Île-sur-Sorgue. Alors, cette question de l'attractivité, quand on vit dans cette ville, on n'a pas le sentiment qu'elle se pose vraiment, parce que c'est vraiment une ville qui est vécue à l'année. Vous avez effectivement une population qui est là, qui consomme, qui effectivement vit sur le territoire, mais effectivement, vous avez ces pics de fréquentation touristique qui posent problème et qui font qu'à un moment donné, il faut revoir toutes les infrastructures de la ville. D'une certaine manière, c'est un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure avec aussi Marseillan. Donc on est dans un lieu déjà très attractif et l'idée, c'est juste de dire comment on étale cette attractivité sur l'année et comment on s'appuie surtout sur les acteurs locaux. Parce que je pense que la caractéristique principale de cette stratégie qui a été mise en œuvre, c'est de dire à un moment donné, on va fédérer donc les ambassadeurs, le réseau des ambassadeurs, c'est-à-dire trouver les bonnes volontés sur la commune, celles qui peuvent à un moment donné peut-être se mettre en réseau autour de projets qui collent véritablement au territoire. Donc tout à l'heure, on a parlé dans la conférence inaugurale effectivement de ces outils ou de ces stratégies que les petites communes doivent mettre en place. Et là, je pense qu'il y a vraiment l'idée de faire émerger du territoire et des acteurs des stratégies qui sont propres à ce territoire, qui permettent de le développer et qui ne sont pas en fait le calque de ce qui peut se faire dans d'autres communes plus grandes. Alors, vous avez été tout un consortium en réalité de recherche que vous nous préciserez, mais ce qui est pour nous intéressant aussi, et là la question s'adresse plutôt à la chercheuse que vous êtes, c'est quel apport finalement le programme POPSU Territoire à votre pratique finalement de chercheuse, puisqu'en fait dans la salle on a l'occasion d'avoir l'ensemble des lauréats de la seconde session qui se posent finalement aussi cette question de quel apport pour la recherche et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous en tant que chercheuse. Alors, je pense que la première vertu effectivement de ce type de programme, c'est de favoriser la collaboration des chercheurs avec des acteurs extra-universitaires, c'est-à-dire nous donner la possibilité de travailler, de réfléchir sur des questions, sur des problématiques qui ne sont pas nécessairement celles que l'on mettrait dans nos recherches. Donc ça me paraît tout à fait louable.
faut pas non plus diminuer les difficultés de ce dialogue-là. C'est-à-dire que je pense qu'il est nécessaire pour les équipes qui vont se lancer dans ce travail-là d'expliciter les implicites. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous avec nos attentes de chercheurs, d'acteurs locaux, d'acteurs centraux aussi, des attentes qui sont parfois politiques, des attentes qui sont communicationnelles, des attentes qui sont directement liées à la recherche. Et il est nécessaire que chacun comprenne en fait quelles sont les attentes des uns et des autres, mais aussi comprenne que la recherche est quand même globalement désintéressée, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là pour distribuer des bons ou des mauvais points, pour expliquer effectivement qu'il faudrait faire ceci ou cela. On est plutôt là pour décrire. En tout cas, moi, je suis chercheuse en sciences politiques, en sciences sociales. Voilà, on décrit, on essaye de comprendre, on essaye d'expliquer et de produire un certain nombre de, alors sinon de recommandations, mais au moins de pistes qui pourraient être approfondies. Et dans le cadre des ambassadeurs, c'était vraiment ça, c'est-à-dire travailler sur les acteurs qui n'ont pas été associés à la démarche. C'était peut-être aussi pouvoir dire aux acteurs publics, si on va dans ce sens-là, on va pouvoir aller traiter de problématiques qui se posent réellement pour les acteurs de la ville. C'est vrai qu'il y a une politique de développement du patrimoine, par exemple, dans le centre-ville. Nous, on s'est attaché à aller voir ce que les habitants désignent comme étant des éléments de patrimoine importants pour eux. Donc, on a développé une appli interactive dans laquelle vous avez les lieux identifiés par la commune et puis les lieux qui sont identifiés par les habitants. On voit que ce ne sont pas nécessairement les mêmes, qu'effectivement, il y a peut-être des lieux qu'on peut aussi valoriser. Et là, effectivement, la collaboration peut-être pourra se poursuivre parce que le directeur de l'habitat qu'on a vu dans le film, mais aussi le directeur du patrimoine sont très intéressés par cela. C'est-à-dire se dire comment on va développer aussi des lieux qui font sens pour les habitants qui vivent là, pas seulement pour ceux qui visitent, mais pour ceux qui s'approprient le territoire et qui le vivent au quotidien. Merci beaucoup.